Et si le monde devenait silencieux ? Une extinction massive des espèces est en cours, et nous risquons de vivre dans un environnement en partie vidé de ses habitants et de leur bruit. Ce silence, Noémie Delaloy en a fait l'expérience. Elle est audio-naturaliste et ornithologue. Noémie est installée en Suisse. Elle a une passion pour les mouettes d'écureuil, une colonie sauvage située en Norvège, à environ 300 km du pôle Nord à vol d'oiseau. Elle s'y rend régulièrement les printemps pour enregistrer le son orchestral de cette colonie de mouettes. Mais sa dernière visite ne s'est pas passée comme prévu. Je vais sur mon chemin habituel et effectivement, la colonie vide. Il y avait le bruit des vagues, il y avait les autres oiseaux qui étaient un petit peu présents, mais alors rien dans la colonie. Avec le dérèglement climatique et l'impact des activités humaines, de plus en plus de personnes vont voir leur environnement familier changer radicalement. Dans ce podcast, nous partons à la rencontre de celles et ceux qui vivent déjà ces bouleversements. Dans des lieux d'une grande beauté, accessibles ou reculés, des endroits vulnérables, abîmés, mais aussi résilients. Nous raconterons ces lieux magiques et aimés pour en garder la trace avant qu'ils ne disparaissent. Une série documentaire de la journaliste et documentariste Flora Trouillou. Bienvenue dans Solastalgie. Alors moi, le type de son que j'aime enregistrer, en fait, c'est les sons qui résonnent. J'adore les résonances. Alors, ça peut être les oiseaux, mais ça peut être les batraciens, ça peut être même des orages, ou ça peut être des insectes. Mais dans ma pratique, c'est vrai que c'est 90% des oiseaux. On a voyagé en fait pendant 6 mois avec mon mari. À la fin de mes études, on s'était dit qu'on ferait un voyage. Et on s'est aménagé une voiture dans laquelle on dormait et on a dit on part, on ne sait pas où, on veut faire un tour d'Europe, on revient, on ne sait pas quand on n'a plus de sous. Et puis, on a commencé par les pays style Belgique, Allemagne. Et après, on se dit, bon, voilà, on va où ? On va jusqu'à la pointe du Danemark. On arrive à la pointe du Danemark. On dit, bon, maintenant, on est à la pointe. Puis là, on a vu qu'il y avait un bac. Puis on regarde, et il y a un bac qui part sur la Suède. Alors, on dit, bon, on prend le bac. Et puis, du coup, on a commencé notre voyage là. Et on a découvert des étendues beaucoup plus grandes. Et puis, on est arrivé là-bas avec le printemps, avec toutes les espèces qui arrivaient successivement les unes après les autres. Donc, des ambiances sonores qui évoluaient très rapidement. Et puis justement aussi le fait qu'il y ait très peu de réseaux routiers, très peu d'avions qui passent et tout, j'ai découvert la dimension sonore non polluée. Et là, j'ai dit « Ah !» C'est inimaginable, c'est un trésor. Et puis, c'est ça qui m'a donné envie d'y retourner. Et puis, du coup, après, on est forcément, une fois qu'on est en Suède, on découvre la Norvège, après on découvre la Finlande, on découvre toutes ces choses-là. Dans le fil de notre voyage, on a participé à des recensements pour des stations ornithologiques. Et depuis ces bases-là, on a fait des rencontres. On a aussi discuté avec d'autres ornithologues qui nous ont dit « Ah, tiens, il faudrait que vous alliez là-bas au Varanger parce qu'il y a des super spots. » Ok, puis, du coup, on est monté là-bas. Et c'est comme ça que j'ai découvert Écureuil, en fait, et puis le Varanger en général. Noémie Delaloy découvre en 2003 Écureuil, une presqu'île nichée au nord de la Norvège, qui abrite un vieux port de pêcheurs et de nombreuses espèces d'oiseaux. Notamment une colonie de mouettes tridactyles, une espèce d'oiseau de mer qui ressemble au goéland. C'est le moment où Noémie commence à enregistrer les sons de cette colonie. Toujours au printemps, moment où les mouettes s'occupent de leurs petits qui viennent de naître dans leur nid. En fait, à la base, c'est une île qui s'est transformée en presqu'île à cause des courants. Et puis, donc, il y a toute une partie autour de la presqu'île qui est sous forme de plage entre sable ou des gros galets.
Et puis il y a une falaise côté sud, une grande falaise où il y a justement toute cette colonie de mouettes tridactyles. Alors la mouette tridactyle, elle est pas très très grande, elle est un petit peu comme notre mouette rieuse. Et puis elle est très très blanche, d'un blanc immaculé sur la tête et le ventre. Elle a un très joli gris sur le dos. Elle a juste le bout des ailes noires, comme si elle avait trempé dans de l'encre. Et elle s'appelle tridactyle parce qu'en fait, sur ses pattes, qu'elle a noires d'ailleurs, elle a que 3 doigts. Quand elle niche, en fait, le nid, il est construit à flanc de falaise. Il est vraiment... c'est un nid acrobatique. Hein. Il y a un petit peu de boue ou de végétaux qui sont là, qui font une petite plateforme. Alors, on a aussi ce beau contraste entre ces belles mouettes blanches et puis ce rocher bien foncé comme ça. Et ça fait un ballet c'est ça aussi un vol un petit peu papillonnant. Donc ça fait un joli petit ballet quand on les voit à la colonie. Je pense que pour le commun des mortels, ça doit être très ennuyant cet endroit. D'ailleurs, les Norvégiens qu'on croise, quand on dit que c'est pas la première fois qu'on vient, ils nous disent non mais vous êtes bien à votre tête. Et puis moi, quand je suis là-bas, je suis bien dans ma tête, ouais. Mais bon, j'y vis pas à l'année non plus. J'y vais que quand c'est sympa. Je vais pas quand il fait nuit tout le temps et quand il fait moins 40. Donc ça aussi, ça change beaucoup la donne. Et voilà. Après, on a découvert justement ces colonies d'oiseaux et tout ça. Et ça, c'est génial parce qu'on a une densité d'oiseaux, de dizaines de milliers d'oiseaux qui sont ensemble. Et d'un point de vue sonore, c'est waouh, on a l'impression d'entrer dans une rave party. Et puis on peut voir la brume arriver, manger la presqu'île. Enfin, ouais, c'est un tout. C'est les ambiances et tout ça. C'est ça qui m'a plu là-bas. Et aussi, enfin, ces mouettes en particulier, parce que pour moi, elles représentent vraiment les ambiances nordiques de la côte, parce que là, c'est une grande colonie, mais il existe plein de petites colonies qui vont se mettre sur les bâtiments, dans les villages, dans les ports ou comme ça. Et elles rythment l'été de leur cri. D'ailleurs, en anglais, elles s'appellent kittiwake, parce qu'elles font un bruit en faisant kittiwake, 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 kittiwake tout le long. Et elles le font fort, hein. Quand on reste un certain temps, on perçoit, je dirais la colonie, le bruit de la colonie respire. C'est-à-dire, il y a un moment où les mouettes sont calmes, il y a un moment où tout d'un coup, elles s'activent, on ne sait pas trop pourquoi, parce qu'il y a un couple qui a dû arriver. Après, tout d'un coup, il y a tout qui s'envole, il y a le grand silence, parce qu'il y a un rapace qui vient de passer. Voilà, elle a vraiment puis, un rythme très particulier, puis c'est à chaque fois ce que j'appelle des histoires sonores. Et c'est ça que j'aime aussi bien là-bas, et qu'on a le temps de les vivre. Enfin, j'ai toujours réussi à pouvoir me mettre dedans, c'est-à-dire capter l'ambiance, bien comprendre ce qui se passe, et ensuite me dire, tiens, je mets mes micros là parce que je veux avoir ça. Parce que pour moi, la prise de son, c'est aussi ça, c'est pas uniquement j'allume mon enregistreur où je suis. C'est où c'est que je peux me mettre pour avoir ce que je veux redonner. Pour Noémie, la colonie d'Écureuils dans le Grand Nord est un endroit spécial. Elle peut y enregistrer des sons de mouettes tridactyles qu'elle ne trouverait nulle part ailleurs. Depuis sa première visite, elle y est retournée 4 fois, et toujours c'est le même plaisir. Mais au printemps 2019, elle ne s'attend pas à ce qu'elle va découvrir.
La dernière fois qu'on est retourné en 2019, ça a été un petit peu la douche froide parce qu'on est arrivé puis on a dit tiens, alors on entendait les mouettes, mais le son venait pas du même endroit que l'habitude. Puis il semblait beaucoup plus lointain, c'était bizarre. Puis je dis bon, voilà. Puis là, mon mari il part observer, puis il revient, puis il me dit mais écoute, il n'y a pas une mouette dans la colonie. Je dis comment ça, il n'y a pas une mouette dans la colonie? Puis il dit non, elles sont pas là. Je dis bon, écoute, je prends quand même mes enregistreurs et tout. J'ai dit, il y a t'es peut-être passé au mauvais moment, il y a un pigargue qui est passé ou un truc comme ça. Puis elles sont parties, puis elles vont revenir. Puis là, je prends mes micros, tout ça. Je vais sur mon chemin habituel. Et effectivement, la colonie vide, quoi. Il y avait le bruit des vagues. Il y avait les autres oiseaux qui étaient un petit peu présents. Mais alors, rien dans la colonie. Juste 2-3 grands corbeaux qui faisaient 2-3 cris sinistres. Pourtant, j'adore les cris des grands corbeaux, mais alors là, ça sonnait, ça faisait froid dans le dos. Et puis, par terre, quelques œufs prédatés quand même. Et puis, quand on regardait dans la colonie, il n'y avait pas d'œufs dans les nids, rien du tout. Puis j'ai dit, mais est-ce qu'on est plus tard que d'habitude? Et puis, elles sont déjà parties de la colonie, en fait. Elles ont peut-être fini de nicher. Et puis là, du coup, j'entends qu'il y a un gros groupe de mouettes tridactyles. Je le cherche à la jumelle. Puis effectivement, au large, je vois qu'il y a un énorme groupe. Et puis, je regarde un peu dedans. Puis c'était tout des plumages adultes. Donc, il n'y avait pas de jeunes avec. Et du coup là, moi je dois dire, j'étais un peu gloops. C'était assez... Ouais, c'était la grosse question, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé ? Quand on assiste à ce vide sonore, on se pose toutes ces questions. En fait, c'est pas juste il n'y a pas de mouette. On se dit ça veut dire quoi ? Et puis ça c'est quelque chose qui fait très peur et qui rend triste aussi parce qu'on se dit mais voilà, où est-ce qu'on en est ? Est-ce qu'on peut encore faire quelque chose ? C'est quelque chose d'assez dur quoi quand on arrive puis qu'on est face à ça. Et je trouve ça terrible, quoi. Et j'ai ressenti la même chose quand on a traversé la route du côté du parc national d'Abisko en Suède et que tous les bouleaux étaient attaqués par un parasite qui vient quand il y a trop d'hiver trop chaud. Et là, quand on est passé par la route, et c'était justement juste avant d'arriver en plus à la colonie, avec la colonie vide, donc du coup, moi, ça a renforcé cette impression un peu de drame, c'est que tous les bouleaux, on avait l'impression qu'ils avaient brûlé. Il n'y avait pas de feuilles. Et je dois dire, ça m'a fait une sensation, on a envie de crier, quoi. On a envie de dire stop, faut qu'on arrête les dégâts. On a quand même écourté, on a observé ce qu'il y avait à observer, puis du coup, on n'a pas fait plus long parce que, voilà, ce qu'on venait voir n'était pas là, quoi. Alors, j'ai pas d'explication. On a croisé quelqu'un là-bas qui a dit ouais, certaines années ça arrive qu'elles nichent pas. Après, en cherchant un petit peu, on a vu qu'en 2018 déjà elles avaient pas niché, mais nous on n'avait pas été là. Donc du coup, ça pose beaucoup le questionnement parce que la réussite d'un niché dépend en grande partie de la nourriture à disposition. Et on sait déjà, par d'autres ornithologues, etc., que les colonies d'oiseaux marins souffrent de plus en plus de la surpêche. Et ils ont de plus en plus de peine à trouver ce qu'il faut. Donc là, la grande question, c'est est-ce qu'elles n'ont plus à manger ? Et puis, est-ce qu'elles vont disparaître, quoi ? Puis du coup, on cherche un petit peu, puis on voit que le statut de la mouette tridactyle, qui était à la base, donc ils tiennent une liste rouge des espèces menacées. Et puis au départ, elle n'était pas dans cette liste parce qu'elle est très répandue, puis il y a énormément d'individus à travers la planète. Et là, elle est passée au statut de vulnérable en très peu de temps parce que les populations d'adultes baissent et la reproduction ne permet pas de compenser cette baisse. Alors, est-ce que le trend va durer ? En tout cas, ça fait déjà quelques années que c'est comme ça.
Et puis, ce qui m'a confirmé qu'elles auraient dû être à la colonie, c'est qu'après, on a été à l'autre colonie où il y a aussi les petits pingouins, les guillemots, etc., à Hornoya. Et là, ben, c'était plein. Et là, il y avait des poussins. Donc, j'ai dit, non, il y a vraiment un problème à la colonie là-bas. Qu'est-ce qui est arrivé ? Est-ce qu'il y a eu une trop forte pression de prédation ? Est-ce qu'il n'y avait pas assez de nourriture ? J'ai pas la réponse. Mais des grands questionnements quand même. Personne ne sait ce qui empêche les mouettes de faire leur nid dans les falaises pour y élever leurs poussins. Mais sur les côtes norvégiennes, le constat est le même partout. Les colonies s'effondrent et les mouettes tentent de trouver refuge dans les villes côtières. Les scientifiques n'ont pas encore déterminé la cause exacte de ces troubles. Elle pourrait être une combinaison entre la surpêche et le réchauffement de l'océan qui déplace la nourriture loin des côtes, et les tempêtes qui sont de plus en plus fréquentes au printemps. Quand les mouettes n'ont pas de poussins, elles ne nichent pas dans la falaise et ne produisent pas les sons que Noémie a l'habitude d'enregistrer. Son paysage sonore a disparu. C'est un sentiment de grande perte, en fait. Et le fait de se dire, bah, c'est pas ça que j'aimais. Enfin, c'est pas ce que je trouve là que j'aimais. Du coup, il y avait l'envie de plus y revenir, en fait. Mais c'est le fait de se dire, bah, ça m'attire plus du tout. On m'a détruit mon paysage. Alors, on m'a détruit. Enfin, voilà, les événements ont fait qu'ils sont comme ça. Et puis après, il y a cette grande volonté qu'ils reviennent comme avant. Alors, s'il revient, ouais, j'aurais bien envie d'y retourner. Puis s'il revient pas, ben, ouais, je pense que si j'y retourne 1 ou 2 fois, puis qu'il y a toujours pas, je pense que c'est un endroit que je vais à la longue délaisser, parce que ben, c'est pas ça que je viens chercher, parce que c'est pas la même ambiance, c'est plus la même chose, c'est vide, ouais, il y a plus, ça fait partie de cette ambiance, et donc du coup, quand il y a quelque chose dans ma tête, ça bug, ça dit il y a quelque chose qui va pas, c'est pas, il manque quelque chose, il y a un truc qui va pas. Après, d'un point de vue sonore, il y avait quand même ces grands groupes de mouettes et c'était très impressionnant parce qu'il y avait cette mer qui était grise, il y avait tous ces petits points blancs qui étaient les mouettes tridactyles qui étaient posées sur l'eau dans un grand silence pour essayer de se nourrir, et chaque fois qu'il y avait un phoque qui arrivait par-dessous ou un gros rapace qui arrivait, elles s'envolaient ensemble et ça fait un bruit, mais on a l'impression qu'il y a un avion militaire qui décolle, quoi. Ça fait un bruit qui monte en intensité et il y a un tel nombre d'individus que à la fin on n'arrive même plus à identifier qu'est-ce que c'est ce bruit. Alors bon, la bonne nouvelle dans l'affaire, c'est qu'il semblerait que l'année passée, elles ont niché avec grand succès, donc voilà. Mais voilà, on ne sait pas combien de temps ça va durer, et puis on verra si on va essayer de se réserver la chance de pouvoir y retourner. Je vais aller vérifier si c'est vrai ce qu'ils ont dit, qu'elles ont niché. ouais, on va essayer en tout cas. Les mouettes ne sont pas venues faire leur nid dans les falaises car elles n'ont pas eu de poussins. Elles sont restées pour la plupart au large. Noémie a fait l'expérience troublante de ne pas reconnaître le paysage sonore qu'elle chérissait tant. Le silence, lorsqu'il remplace un monde vivant, nous questionne et nous interpelle. L'effondrement de la biodiversité passe aussi par ça. Solastalgie est une production Nouvelles Écoutes. Créée, écrite et témoignages recueillis par Flora Trouillot. Racontée par Laure Bernard. Réalisée par Mélia Roger. Mixée par Thomas Decour. Produite par Julien Neuville. Musique originale par Tilassine et Bravinsan.
Chargé de production, Ashley Tola. Assistant de production, Xavier Kamaki. Directrice artistique, Aurore Mailleux. Directrice des productions, Marion Gourdon. Directrice commerciale, Emmanuelle Fortunato. Directrice générale adjointe, Nora Issem.